Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui va être consacrée cette semaine encore aux résultats de l'élection législative vénézuélienne du 6 décembre 2020. Et donc cette chronique est la deuxième partie de cette série que je vous ai proposée la semaine dernière et qui aura d'ailleurs un troisième développement, j'en reparlerai. Alors les résultats correspondent à peu près à ce qu'on pouvait imaginer, il n'y a pas de grande surprise. La majorité présidentielle l'a largement emporté avec près de 68% des voix et l'opposition qui était en fait représentée par deux courants. Un premier courant qui représente la fraction de l'opposition de centre-droite et de droite qui ne suit plus la stratégie de Juan Guaidó, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président légitime en 2019 avec le soutien de Washington et de l'Union européenne en particulier et de certains et de pas mal de pays latino-américains, qui ne suit plus cette stratégie de refus de dialogue et de changement de régime, qui est la ligne que souhaite aussi l'administration Trump, qu'elle souhaitait, eh bien, a participé. Donc il y a une partie de cette opposition qui est à l'élection. Et puis il y avait une opposition qu'on peut qualifier de gauche autour du Parti communiste vénézuélien. Alors le résultat c'est 68% pour le chavisme globalement. L'opposition de centre-droite et de droite qui a décidé de participer eh bien, a obtenu environ 20% des voix et le Parti communiste et ses quelques alliés un peu moins de 3%. Alors ça veut dire pour le chavisme environ un peu plus de 4 millions de voix réunies, pour l'opposition à peu près 1 million, et pour le Parti communiste un peu moins, enfin quelques centaines de milliers, un peu moins même, puisque c'est à peu près 150 000 voix. Alors tout ça dans une abstention tout de même assez abyssale, puisque seulement 31% d'après les résultats donnés par les autorités électorales des Vénézuéliens ont participé à cette élection, et chiffre qui a été beaucoup commenté, tout ça dans un contexte qu'on connaît, de pandémie de Covid-19 déjà pour commencer, de crise économique, sociale, aussi de fatigue d'une majorité de l'opinion publique vénézuélienne de ce conflit politique qui est sans fin. Et qui est dans une impasse, et donc aussi avec cette idée que cette élection en tant que telle probablement ne solutionnait pas en elle-même la crise, et donc bref, beaucoup d'interprétations peuvent être faites, quoi qu'il arrive. Il y a donc 31% de participation à cette élection, et pour le chavisme en particulier, 4 millions, à peu près de voix, c'est quand même moins que ce que le chavisme a eu traditionnellement pu faire dans les élections où il était mobilisé pleinement, ou plutôt autour de 6 à 7 millions de voix dans les moments hauts de la révolution bolivarienne. Donc c'est un résultat qu'il faut apprécier un peu à la lumière de tout cela, mais un résultat qui quand même crée une nouvelle situation politique, même si eh bien, ça ne change pas la crise vénézuélienne. Cette élection va changer, en tout cas ouvre un nouveau chapitre de cette crise, et c'est un peu autour de ça que j'ai développé mon raisonnement. Alors il faut voir les choses à deux niveaux. D'abord, qu'est-ce que ça produit au niveau des dynamiques intérieures vénézuéliennes au Venezuela. Et puis il faut voir ce que ça produit au niveau international, puisque le Venezuela est devenu une crise disons, d'ampleur internationale. C'est une vraie crise qui mobilise beaucoup d'acteurs internationaux. Donc on va essayer de voir dans les deux niveaux ce que ça signifie. Alors, pour Nicolás Maduro, c'est une victoire, il n'y a pas de doute, puisqu'elle lui permet de reprendre cette Assemblée nationale qu'il avait perdue il y a 5 ans. Elle lui permet d'enlever à Juan Guaidó et à ceux qui sont avec lui eh bien, la seule institution dans laquelle ils étaient dominateurs. Donc M. Guaidó, eh bien, à partir d'aujourd'hui, du 5 janvier précisément, puisque c'est le 5 janvier 2020 que l'Assemblée va s'installer, n'aura plus de fonction institutionnelle, et la droite dure qui prône le changement de régime au Venezuela et de Juan Guaidó va se retrouver en fait sans pied dans une institution vénézuélienne. Donc c'est pour M. Maduro de fait une bonne nouvelle avec cette assemblée qu'il va contrôler, puisqu'il va avoir à peu près 245 même députés sur les 277 possibles. Donc il aura ce qu'on appelle la majorité des 2/3 qui va lui permettre vraiment de pouvoir gouverner pleinement, de passer tous les types de lois qu'il souhaite, et en particulier, parce que la Constitution l'exige, eh bien c'est l'Assemblée qui autorise le budget de l'État, qui autorise certaines transactions aussi de l'État sur de la
avec la société pétrolière. Et c'était un blocage qu'utilisaient les Américains en disant que comme Guaido était le président de l'Assemblée nationale et qu'il refusait d'autoriser ces transactions et d'autoriser l'émission de dette, par exemple, du Venezuela sur les marchés financiers, eh bien, tout ça justifiait une partie de l'application des sanctions lourdes contre le pays. Aujourd'hui, Nicolás Maduro va pouvoir tout simplement gouverner avec les institutions pleinement opérationnelles de son côté. C'est ça que ça veut dire. Il affaiblit Juan Guaido du point de vue des institutions, et donc le chavisme se retrouve de nouveau pleinement en main l'ensemble des institutions du pays. Donc c'est pour lui une victoire, c'est pour l'opposition qui a choisi de participer à l'élection un défi, puisqu'il va falloir maintenant exister en ayant accepté les règles du jeu, en ayant accepté cette élection, son processus, sa préparation et ses résultats. Cette partie de l'opposition va devoir trouver son identité politique entre le chavisme dominant et une partie de ses cousins, de sa famille politique avec laquelle désormais elle est en rupture, puisqu'elle accepte de jouer le jeu, d'un dialogue de fait, même s'il est conflictuel, avec le gouvernement de Nicolás Maduro et son parti présidentiel. Alors elle va devoir trouver son chemin, elle va devoir voter les lois, elle va devoir certainement participer à des points de négociation, elle obtiendra des choses, elle devra aussi certainement ne pas bloquer d'autres choses, etc. Donc ça c'est un deuxième point qu'il faut souligner. En tout cas, il y a un fonctionnement institutionnel au Venezuela qui va, disons, maintenant se remettre en marche d'une certaine manière et qui était bloqué, paralysé depuis au moins 2019. Alors, la crise n'est pas solutionnée, M. Maduro va continuer de gouverner, sa priorité c'est d'essayer de récupérer un petit peu la situation économique dans le cadre qui est celui qu'on connaît avec les sanctions américaines. On va en parler tout à l'heure avec les conséquences de l'arrivée de Joe Biden au pouvoir à Washington. Et aujourd'hui, la séquence qui s'ouvre est la suivante. Monsieur Maduro, dit qu'il veut continuer sur le chemin d'un dialogue et d'une solution politique et nationale et souveraine à la crise vénézuélienne, avec cette idée qu'il faut trouver un minimum d'accord pour sauver ou en tout cas reprendre le chemin d'une amélioration sur le plan économique. Et il fait même savoir dès aujourd'hui qu'il est prêt à reprendre finalement la feuille de route qui avait été abandonnée, proposée par la Norvège, qui s'était proposée comme médiatrice d'un dialogue avec les forces en présence. Il a dit qu'il était d'accord pour reprendre ce dialogue. Il a remercié la Norvège pour ses efforts depuis 3 ans au Venezuela et se dit prêt à une négociation avec, il l'a dit précisément, les partis qui sont aujourd'hui représentés dans l'Assemblée nationale, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Et en tout cas, c'est sa proposition. Et du côté de Juan Guaido, pour l'instant, la réponse n'est pas celle-ci, puisque Juan Guaido, lui, on en avait parlé dans la chronique précédente, prépare finalement peut-être son va-tout, peut-être va-t-il brûler ses vaisseaux le 12 décembre, avec cette consultation populaire qu'il souhaite plus puissante en termes de participation que l'Assemblée nationale. Alors on verra, il y aura une guerre des chiffres là aussi, puisque M. Guaido, cette consultation n'a pas de statut légal, il n'y aura pas d'observateurs internationaux, les chiffres seront ceux qui seront donnés par M. Guaido. Il faudra voir là aussi l'enjeu de la participation. Donc il est probable qu'il y aura une bataille de chiffres, des communications autour, et ça va être un peu le moment où il va essayer donc de finalement montrer le poids qu'il lui reste au Venezuela, et ce message étant aussi à l'adresse des Vénézuéliens, mais aussi de ses principaux soutiens qui ne sont plus aujourd'hui au Venezuela réellement, mais qui sont plutôt à l'étranger, en particulier à Washington avec Donald Trump. Et j'en arrive donc à la deuxième partie, c'est qu'est-ce que ça va changer au niveau international. Alors c'est un peu tôt pour tout analyser, mais les lignes sont plus ou moins figées, en même temps chacun joue son rôle. L'Union européenne qui n'avait pas reconnu, qui avait décidé tardivement de ne pas reconnaître la légitimité de l'élection du 6 décembre, a dit qu'elle n'en reconnaissait toujours pas les résultats, donc elle continue de reconnaître M. Guaido comme président du Venezuela légitime. Elle a annoncé qu'elle qu'elle réorganisait le cadre des sanctions européennes, des mesures restrictives européennes sur le Venezuela. Donc elle armait en quelque sorte un nouveau paquet
possible de sanctions puisque pour sanctionner une élection qu'elle n'a pas reconnue. Toutefois, pour l'instant, elle ne s'applique pas, mais en tout cas, elle a montré un mouvement diplomatique sur la question des sanctions contre toujours les dirigeants en fait vénézuéliens et au gouvernement. Dans le même temps, aux États-Unis, Donald Trump joue son rôle. Il a catégoriquement rejeté cette élection. Mike Pompeo, son secrétaire d'État, les a qualifiés de farce. Enfin, on est dans le registre habituel de Donald Trump. L'intéressant, c'est plutôt du côté de Joe Biden, puisque s'il est encore un peu tôt pour dire ce que va faire Biden, on voit quand même quelques signaux. Le premier, c'est qu'il a dit lui aussi qu'il voulait repenser et refondre le cadre des politiques de mesures restrictives américaines partout les États-Unis en appliquent. Ça concerne le Venezuela en particulier. Donc il veut repenser le schéma des sanctions américaines. Il considère que les sanctions ne sont efficaces que si elles sont multilatérales et non pas unilatérales. Donc ça, c'est un caillou dans la chaussure de Donald Trump. Il considère que la méthode des sanctions de Trump a été un échec, puisque c'est vrai qu'à la fin, finalement, Maduro aura résisté à l'administration Trump, ne sera pas tombé, alors que l'administration Trump était à un moment prête à envisager même l'intervention militaire, mais donc Trump passe et Maduro reste. Biden dit qu'il veut revoir le schéma des sanctions, ce qui veut dire que les sanctions continuent de s'appliquer. Ça veut dire, mais qu'il va repenser le cadre. Peut-être va-t-il repenser aussi l'intensité des sanctions qui sont données. Enfin, il y a une discussion et quelque chose qui bouge de ce côté-là. Et puis, Joe Biden aussi et son entourage montrent plutôt que s'ils restent dans le même objectif, c'est-à-dire qu'ils veulent que Nicolás Maduro parte du pouvoir au Venezuela, ils voient bien que la stratégie qui a présidé jusqu'à aujourd'hui est en impasse, est un échec. Ils voient bien que Maduro sort techniquement renforcer l'élection du 6 décembre, qu'une partie de l'opposition désormais ne souhaite plus suivre la stratégie de Juan Guaidó, et donc tout ça plaide certainement pas à court terme mais plutôt à moyen terme pour une approche un peu nouvelle qui peut-être passera par effectivement l'appui ou en tout cas l'expérimentation de négociations avec un intermédiaire international pour mettre autour d'une table tous les protagonistes, mais avec l'objectif toujours que Nicolás Maduro parte du pouvoir. Ce dernier n'a pas cette perspective-là. Il a annoncé qu'il était prêt à organiser une feuille de route politique et électorale avec l'opposition pour que cette dernière puisse toujours plus réintégrer l'État vénézuélien à ses institutions. Il a d'ailleurs annoncé qu'il y aura des élections régionales en 2021 et donc il propose une feuille de route politique qui permette finalement une sorte de restauration, une sorte de réintégration des forces dans un jeu institutionnel plus équilibré, plus stabilisé. En tout cas, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, montrant qu'il cherche de toute façon à aplanir la situation. Il cherche certainement tout ce qui peut permettre une négociation, mais dans laquelle il garderait le pouvoir. Donc voilà aujourd'hui où on en est au Venezuela. On aura une troisième chronique après la consultation populaire du 12 décembre et de l'évolution peut-être d'ici là, ou des premières déclarations peut-être du nouveau président américain Joe Biden, puisque sa présidence sera officiellement annoncée le 14 décembre. Donc merci de votre écoute et à bientôt.